Je suis rentré chez moi après 3 semaines passées chez mon frère pour découvrir que la porte de mon atelier était cadenassée. Pas avec mon cadenas, mais avec un cadenas Master Lock tout neuf que je n'avais certainement pas acheté et que je n'avais certainement pas installé. Mon frère Raymond venait de survivre à un triple pontage à Marseille et j'avais fait les 9 heures de route depuis Lyon pour aider sa femme à gérer la situation pendant sa convalescence. J'ai contourné la maison pour regarder par la fenêtre latérale de mon atelier. Vide. 32 ans d'outils collectionnés. Les machines à coudre de ma défunte épouse Marguerite. L'établi que mon père avait construit en 1961. Tout avait disparu. Mes mains tremblaient quand je suis entré dans la maison par la porte de derrière. Mon fils Antoine était assis à la table de la cuisine, mangeant des céréales comme si c'était un mardi matin ordinaire. Il a 36 ans et mange encore des chocs à pic comme un adolescent. Salut, papa. Je ne t'attendais pas avant jeudi. J'ai posé mon sac de voyage. Où sont mes outils, Antoine? Il n'a pas levé les yeux de son téléphone. Camille peut t'expliquer. Elle est en haut. Je suis passé devant lui et j'ai monté les escaliers. La porte de ce qui était mon atelier était maintenant ouverte. Je me suis arrêté sur le seuil et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Le sol en béton avait été recouvert d'un revêtement en mousse. Les murs, que j'avais passé 2 étés à isoler et à enduire moi-même, étaient peints d'une couleur jaune pastel. Il y avait un berceau blanc dans le coin, une table allongée, un fauteuil à bascule que j'ai reconnu comme appartenant à ma belle-mère, une femme décédée il y a 15 ans. Ma belle-fille, Camille, est apparue derrière moi, la main sur son ventre. Elle était enceinte d'environ 6 mois maintenant. Je savais qu'elle était enceinte. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait décidé de transformer mon atelier en chambre de bébé pendant mon absence. Surprise, a-t-elle dit, mais sa voix était prudente. Maurice, je me suis tourné pour la regarder. Où est la machine à coudre de ma femme? Nous avons loué un garde-meuble. Tout est en sécurité. Maurice, tu dois comprendre. Nous avons besoin de cet espace. Le bébé arrive dans 12 semaines et la chambre d'amis est trop petite pour une vraie nurserie. La chambre d'amis fait 12 mètres carrés. C'est plus grand que la plupart des nurseries. Mais elle n'a pas de salle de bain attenante. J'ai besoin de pouvoir me laver les mains quand je change les couches sans aller jusqu'au bout du couloir. J'ai regardé la pièce à nouveau. L'établi de mon père. Le panneau perforé où j'avais accroché chaque outil à sa place pendant 30 ans. Le coin de Marguerite où elle s'asseyait pour coudre pendant que je travaillais sur mes projets. Nous deux ne parlant pas beaucoup, mais heureux d'être simplement près l'un de l'autre. Tout cela avait été supprimé et remplacé par de la peinture jaune et des meubles de bébé. Tu ne m'as pas demandé, ai-je dit. Nous avons essayé d'appeler. Tu n'as jamais décroché. Mon frère venait de subir une chirurgie cardiaque. J'étais à l'hôpital. Eh bien, nous devions prendre une décision. Les meubles étaient en solde et les peintres avaient une ouverture. Il semblait logique de le faire pendant ton absence pour que tu n'aies pas à gérer la perturbation. Je suis redescendu. Antoine était toujours à table, mais il avait posé son téléphone. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il avait toujours été capable de me lire depuis qu'il était petit. Marguerite disait qu'Antoine avait mon entêtement, mais son intuition à elle. Papa, je sais que tu es contrarié. Vraiment? Mais Camille a raison. Nous avons besoin de l'espace. Tu n'utilises presque plus cet atelier de toute façon. Quand as-tu construit quelque chose pour la dernière fois? Il y a 3 semaines. Je fabriquais une boîte à bijoux pour la femme de Raymond. D'accord, mais ce n'est pas... Écoute, tu peux encore faire ce genre de choses? Nous t'avons pris un très bon garde-meuble, climatisé et tout. Tu peux y aller quand tu veux. Je me suis assis en face de lui. Mon fils, le garçon que j'avais porté sur mes épaules lors des défilés, l'adolescent à qui j'avais appris à conduire sur le parking de l'église méthodiste le dimanche après-midi, l'homme qui avait pleuré dans mes bras aux funérailles de sa mère et qui avait promis qu'il prendrait toujours soin de moi comme je m'étais occupé de lui. Qui a loué le garde-meuble? Ai-je demandé. Quoi? Dont le nom est sur le contrat de location? Antoine a jeté un coup d'œil vers l'escalier. Le mien? Pourquoi? Donc, mes affaires sont dans un garde-meuble que tu contrôles, pas moi. Papa, ce n'est pas comme ça. Je me suis levé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Benoît Mercier s'occupait de la succession de Marguerite, de ma retraite, de tout ce qui était légal dans ma vie depuis 20 ans.
Il a décroché à la deuxième sonnerie. Benoît, c'est Maurice. J'ai besoin que tu me prépares un congé de départ. Oui, pour cette adresse, mon fils et sa femme. 30 jours. Non, je ne plaisante pas. Peux-tu l'avoir prêt demain matin? Je t'expliquerai tout quand je te verrai. Le visage d'Antoine est devenu blanc. Papa, tu ne peux pas être sérieux. Regarde-moi bien. Camille est descendue. Qu'est-ce qui se passe, Antoine? Pourquoi tu as cette tête? Il nous expulse. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. J'expulse des locataires qui ont détruit ma propriété sans permission, qui ont disposé des affaires de ma femme sans consentement et qui ont installé des modifications dans ma maison sans autorisation du propriétaire. C'est moi, au fait, le propriétaire. La main de Camille est allée sur son ventre. Ce geste protecteur que font les femmes enceintes. Maurice, je suis enceinte de 6 mois. Tu ne peux pas nous jeter à la rue. Vous avez 30 jours pour trouver un appartement. C'est largement suffisant. Vous travaillez tous les deux, vous pouvez vous permettre un loyer quelque part. Nous ne pouvons nous permettre aucun loyer avec ce marché. C'est pourquoi nous avons emménagé chez toi en premier lieu. J'ai regardé mon fils. Il y a 4 ans, tu m'as dit que tu avais besoin de 6 mois pour économiser pour un apport pour une maison. 6 mois sont devenus un an. Un an est devenu 2. Maintenant, cela fait 4 ans. Et d'une certaine façon, tu es moins préparé à déménager que quand tu as emménagé. Pendant ce temps, vous me payez 300 euros par mois de loyer, ce qui ne couvrirait même pas la facture d'électricité dans la plupart des endroits. Où exactement le reste de votre argent est-il passé? Antoine n'a pas répondu. Je vais te dire où, ai-je continué. La voiture de Camille. L'Audi qu'elle devait absolument avoir parce que sa Peugeot n'était pas assez bien. Les vacances à Ibiza en mars dernier. La télé 60 pouces dans mon salon que vous avez tous les deux oublié de mentionner que vous achetiez. Les dîners hebdomadaires dans des restaurants que je ne peux pas me permettre avec ma retraite. 4 ans de vie sur mon budget course, mes factures, mes taxes foncières pendant que vous dépensiez votre argent pour tout ce que vous vouliez. Camille pleurait maintenant. Ce n'est pas juste. Nous avons contribué. Vous avez fait les courses 2 fois, j'ai les reçus. 2 fois en 4 ans, les 2 fois pour moins de 100 euros. Tout le reste, c'était moi. Antoine s'est levé. Papa, d'accord, nous avons fait quelques erreurs, mais tu exagères. Nous pouvons arranger ça. Asseyons-nous et parlons-en comme des adultes. Des adultes? Tu veux parler d'être adulte? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dedans. Les adultes demandent la permission avant de rénover la maison de quelqu'un d'autre. Les adultes ne jettent pas les affaires de leur père dans un garde-meuble comme si c'était des déchets. Les adultes ne mentent pas à leurs parents au sujet d'avoir besoin d'aide temporaire et puis squattent leur maison pendant 4 ans. J'ai pris mon sac de voyage. Je vais à l'hôtel. Quand je reviendrai demain, je m'attends à ce que les meubles de nursery soient partis et mon atelier restauré. Chaque article remis à sa place. Si cela arrive, peut-être que nous pourrons parler d'étendre votre délai de déménagement. Si ce n'est pas le cas, les papiers d'expulsion seront déposés demain matin en première heure. J'ai conduit jusqu'à un Ibis près de l'autoroute. J'ai été assis dans le parking pendant 10 minutes avant de pouvoir me forcer à entrer. Le soleil se couchait, peignant le ciel orange et rose. Le genre de coucher de soleil que Marguerite m'obligeait toujours à m'arrêter et regarder avec elle. Elle était partie depuis 7 ans maintenant. Cancer du poumon. N'avait jamais fumé de sa vie. L'univers a parfois un sens de l'humour cruel. Dans ma chambre d'hôtel, je me suis assis au bord du lit et j'ai pensé à ce que Raymond m'avait dit la semaine dernière quand je lui avais parlé d'Antoine et Camille, vivant avec moi. Ils sont encore là? Maurice, cela fait 4 ans. Ces gosses t'utilisent. Antoine est mon fils. Antoine est un homme adulte avec une femme enceinte et un bon travail. Il n'a pas besoin que son papa paie ses factures. Il veut que son papa paie ses factures. Il y a une différence. J'avais défendu Antoine à ce moment-là, trouvé des excuses. Il avait eu du mal après la mort de Marguerite. La famille de Camille n'avait pas d'argent. Ils étaient jeunes, encore en train de se débrouiller. Mais assis dans cette chambre d'hôtel, tout ce que je pouvais voir était l'établi de mon père, démonté et poussé dans un garde-meuble. La machine à coudre de Marguerite, celle qu'elle avait reçue comme cadeau de mariage de sa grand-mère, emballée dans une boîte en carton par des étrangers. Mon téléphone a vibré. Texto d'Antoine. Papa, Camille est vraiment bouleversée.
Elle s'inquiète pour le bébé. Pouvons-nous, s'il te plaît, parler de ça? J'ai tapé en retour. La seule chose que je veux entendre est que mon atelier est en cours de restauration. Fais-moi savoir quand c'est fait. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir. Le lendemain matin, j'ai rencontré Benoît Mercier dans son bureau du centre-ville. Il avait été mon avocat pendant 2 décennies, avait géré ma retraite des pompiers, m'avait aidé à créer le fonds mémorial de Marguerite. Il connaissait notre famille. Explique-moi tout, a-t-il dit en nous servant du café. Je lui ai tout dit. Les appels téléphoniques que j'avais ignorés parce que j'étais assis au chevet de Raymond à l'hôpital, l'atelier cadenassé, la peinture jaune et les meubles de bébé, l'incapacité d'Antoine à me regarder dans les yeux. Benoît a pris des notes, hochant occasionnellement la tête. Quand j'ai terminé, il a posé son stylo. Maurice, tu es dans ton droit. C'est ta maison, ta propriété. Ils ont fait des modifications sans ton consentement et ont disposé de tes affaires sans autorisation. Légalement, ils ont tort. Donc, tu peux rédiger l'expulsion? Je peux l'avoir prête dans 1 heure, mais je veux te demander quelque chose en premier. Il s'est penché en arrière dans sa chaise. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Antoine est ton seul enfant. Ce n'est pas quelque chose dont on revient facilement. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi de la façon dont Marguerite aurait voulu que je le fasse. Benoît, quand Marguerite était mourante, Antoine nous rendait visite peut-être 1 fois par mois. Il disait qu'il ne pouvait pas supporter de la voir comme ça. Camille n'est jamais venue. J'ai passé 8 mois comme son principal soignant. J'ai changé ses draps, l'ai aidé à aller aux toilettes, lui ai tenu la main quand elle avait peur. J'ai fait ça tout seul parce que mon fils ne pouvait pas se donner la peine. Benoît était silencieux. Après sa mort, Antoine m'a dit qu'il se sentait terrible, a dit qu'il se rattraperait avec moi. 6 mois plus tard, lui et Camille avaient des besoins d'un endroit où rester. J'ai pensé, d'accord, c'est sa chance. C'est comme ça qu'il me montre qu'il a grandi, qu'il a changé. Au lieu de ça, cela a été 4 ans d'eux prenant et prenant, et moi faisant semblant que c'était correct parce que j'avais peur de perdre ma seule connexion à Marguerite. J'ai regardé Benoît. Je n'ai plus peur maintenant, je suis juste fatigué. Il a hoché lentement la tête. J'aurai les papiers prêts dans 1 heure. Quand je suis rentré à la maison, le camion d'Antoine était dans l'allée. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Antoine, ici, papa. Il était dans le salon, assis sur le canapé. Camille était à côté de lui, les yeux rouges d'avoir pleuré. Il y avait quelqu'un d'autre là aussi. Un homme que je ne reconnaissais pas, peut-être 65 ans, avec des cheveux gris et un costume qui avait l'air cher. Maurice, voici mon père, a dit Camille. Philippe, il a pris l'avion ce matin. J'ai regardé Philippe, il s'est levé et a tendu la main, mais je ne l'ai pas prise. Monsieur Dubois, je ne suis pas sûr de ce que vous faites dans ma maison. Je suis ici pour aider à médier, a dit Philippe en souriant. Camille m'a appelé hier soir très bouleversé. Je pense que nous pouvons arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Votre fille et mon fils ont 30 jours pour quitter ma propriété. Philippe a souri de la façon dont les vendeurs sourient. Ne soyons pas précipités. Camille porte mon petit enfant. Sûrement nous pouvons trouver un compromis qui fonctionne pour tout le monde. Le compromis est simple. Mon atelier est restauré. Chaque outil, chaque pièce d'équipement, la machine à coudre de ma femme, tout remis où c'était. Alors nous pouvons discuter d'un délai raisonnable pour qu'ils trouvent leur propre place. Cette pièce est maintenant une nursery, a dit Philippe, son sourire faiblissant. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils défassent tout ce travail. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent le travail en premier lieu. Pas dans ma maison, pas sans ma permission. Les yeux de Philippe se sont durcis. Maurice, j'essaie d'être diplomatique ici, mais si vous poussez ça, nous pousserons en retour. Antoine et Camille vivent ici depuis 4 ans. Ils ont fait des améliorations à la propriété. Ils ont des droits. Ils n'ont aucun droit. Leurs noms ne sont pas sur l'acte de propriété. Ils ont signé un contrat de location pour 300 € par mois, qu'ils ont payé sporadiquement au mieux. Légalement, ils sont des locataires qui ont violé les termes de leur bail en faisant des modifications non autorisées.
Benoît Mercier sera heureux d'expliquer ça à n'importe quel avocat que vous voulez engager. Philippe s'est rapproché de moi. Est-ce vraiment comme ça que vous voulez traiter votre fils, votre belle-fille enceinte? Vous les jetteriez à la rue pour un garage? Ce n'est pas un garage, c'est mon atelier. C'est là où j'ai passé 20 ans de soirée avec ma femme. C'est là où sa machine à coudre était assise pendant 3 décennies. C'est là où l'établi de mon père a été depuis avant qu'Antoine naisse. Mais vous ne comprendriez pas ça, n'est-ce pas? Parce que pour vous, c'est juste une pièce que votre fille a décidé qu'elle voulait. Je me suis tourné vers Antoine. Je t'ai donné une chance. Je t'ai dit de restaurer mon atelier et nous pourrions parler. Au lieu de ça, tu as appelé des renforts. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Papa, s'il te plaît, écoute juste Philippe. Il a quelques idées. Je me moque des idées de Philippe. Je me soucie de ma maison, mes affaires et mes limites. Toutes les 3 que vous avez violées. J'ai sorti les papiers d'expulsion de ma poche de veste. Vous avez été signifié. 30 jours. Si vous n'êtes pas parti à ce moment-là, le shérif vous escortera. Camille a commencé à sangloter. Philippe a mis son bras autour d'elle. Antoine m'a juste regardé comme s'il ne me reconnaissait pas. Peut-être qu'il ne me reconnaissait pas. Le Maurice qui laissait les gens lui marcher dessus, qui trouvait des excuses pour l'égoïsme de son fils, qui faisait semblant que tout allait bien parce qu'il avait peur d'être seul. Ce Maurice était parti. Je suis allé dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assis au bord de mon lit et j'ai regardé la photo de Marguerite sur ma table de nuit. Elle souriait dans cette photo, debout devant le Grand Canyon, lors de notre voyage d'anniversaire de 30 ans. J'aurais dû faire ça il y a des années, je lui ai dit. Tu aurais su comment? Tu savais toujours quand être douce et quand être ferme. J'ai été trop doux trop longtemps. Mon téléphone a sonné. C'était ma voisine Marthe qui habitait 3 maisons plus bas. 72 ans, me connaissait depuis que nous avions emménagé dans le quartier. Maurice, je viens de voir Antoine et un homme plus âgé charger des boîtes dans un SUV. Est-ce que tout va bien? Pas vraiment, Marthe, mais ça ira. J'ai besoin de te dire quelque chose. J'aurais probablement dû te le dire il y a des mois, mais je n'étais pas sûr si c'était ma place. Elle a fait une pause. Camille dit aux gens que tu as des problèmes de mémoire. Démence précoce, a-t-elle dit. Elle m'a dit que c'est pourquoi ils ont emménagé pour prendre soin de toi. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Quand a-t-elle dit ça? Jason a commencé il y a environ 1 an. Elle a dit que tu oubliais des choses, que tu étais confus. A dit qu'il s'inquiétait pour toi être seul. Je ne l'ai pas cru. Honnêtement, tu as toujours semblé vive comme l'éclair pour moi, mais elle était très convaincante. Qui d'autre l'a-t-elle dit? La plupart du quartier, je pense. Elle a organisé tout un groupe de textos à ce sujet. Nous a dit de lui faire savoir si nous te voyions faire quelque chose d'inquiétant. Après avoir raccroché, je suis resté assis là longtemps, pensant à tous les regards étranges que j'avais reçus des voisins au cours de l'année passée. La façon dont les gens me demandaient 2 fois si j'allais bien. La fois où le facteur avait appelé Antoine pour qu'il vienne me chercher au centre communautaire, même si j'étais juste là, jouant aux cartes comme je le faisais tous les mardis. Elle avait posé des bases, dit aux gens que j'étais mentalement incompétent, probablement planifiant d'éventuellement obtenir une procuration. Prendre le contrôle de mes finances, ma propriété. J'ai appelé Benoît Mercier à nouveau. Benoît, j'ai besoin que tu ajoutes quelque chose à l'expulsion, et j'ai besoin de te parler de changer mon testament. 3 jours plus tard, l'expulsion formelle a été traitée. Antoine et Camille ne l'ont pas contestée. Philippe avait apparemment consulté un avocat qui lui avait dit qu'il n'avait pas de dossier. Les modifications à ma propriété, la disposition de mes affaires, les fausses déclarations sur ma santé mentale, tout documenté, tout travaillant contre eux. J'ai aussi déposé une plainte auprès de la police locale concernant la diffamation. Le sergent qui a pris ma déclaration, un gars nommé Rousseau qui avait travaillé avec moi aux pompiers il y a 20 ans, a juste secoué la tête. Maurice, je suis désolé, c'est dur, ton propre fils. Il n'est pas qui je pensais qu'il était. Les enfants vous déçoivent, parfois. Mon aîné ne m'a pas parlé depuis 2 ans à cause de quelque chose de stupide que j'ai dit à Noël. Mais ça, il a montré le formulaire de plainte. Ça, c'est calculé. Ça, c'est méchant. J'ai hoché la tête. Je sais, ce week-end, j'ai conduit à Marseille pour voir Raymond. Il était sorti de l'hôpital maintenant,
se rétablissant chez lui. Sa femme, Claire, nous a fait le déjeuner pendant que Raymond et moi, nous nous assoyions sur sa terrasse, regardant la mer. Tu as fait la bonne chose, a dit Raymond. Je sais que ça ne se sent pas comme ça, mais tu l'as fait. C'est mon fils. C'est un homme adulte qui a essayé de te voler ta maison. Il y a une différence entre aimer ton enfant et le laisser te détruire. Marguerite aurait mieux géré ça. Marguerite lui aurait botté le cul il y a des années. Tu sais ça. Elle ne prenait pas de conneries de personne, même pas d'Antoine. Tu te souviens quand il a accidenté la voiture à 17 ans et a essayé de blâmer ça sur la glace sur la route? En juin, Marguerite l'a puni pendant 3 mois et l'a fait payer pour les réparations. J'ai souri malgré moi. Elle était quelque chose. Elle était, et elle voudrait que tu te protèges. Elle n'a pas passé 42 ans à construire une vie avec toi, juste pour qu'un gosse capricieux la déchire. Quand je suis rentré chez moi, la maison se sentait différente. Plus vide, mais aussi plus propre, d'une certaine façon, plus légère. Antoine et Camille avaient déménagé 2 jours avant la date limite. Ils avaient pris tout ce qui était à eux et quelque chose qui ne l'était pas. Le service en porcelaine de ma grand-mère manquait, ainsi qu'un cadre photo en argent qui avait été un cadeau de mariage des parents de Marguerite. J'ai tout documenté, envoyé la liste à Benoît, ajouté au dossier. Le garde-meuble était mon prochain projet. J'y suis allé un lundi matin avec un camion de déménagement. L'unité était exactement comme Antoine l'avait décrite, climatisée et propre. Mais voir toutes mes affaires emballées dans des boîtes, étiquetées dans l'écriture de Camille comme si j'étais décédé et qu'il réglait ma succession, a fait quelque chose se tordre dans mes tripes. Il m'a fallu 2 jours pour tout remonter. 2 jours de porter des boîtes, de remonter l'établi de mon père, d'accrocher des outils sur le panneau perforé. J'ai trouvé la machine à coudre de Marguerite dans le coin arrière, encore dans son étui d'origine. Dieu merci. Je l'ai installée dans son coin, même si elle ne l'utiliserait plus jamais. Quand j'ai terminé, je me suis tenu au milieu de mon atelier et j'ai regardé autour. Tout de retour où ça appartenait, la peinture jaune encore sur les murs, un rappel de ce qui avait presque arrivé. Je la repeindrai éventuellement. Pour l'instant, ça pouvait rester. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Dubois, ici l'inspecteur Sarah Martinez, police de Marseille. J'appelle au sujet de votre frère, Raymond Dubois. Mon cœur s'est arrêté. Est-ce qu'il va bien? Il va bien, monsieur, mais j'ai besoin de vous poser quelques questions sur ses finances. Nous avons reçu un rapport que quelqu'un pourrait accéder à ses comptes sans autorisation. Quel genre de rapport? Sa banque a signalé plusieurs transactions inhabituelles au cours des dernières semaines. Gros transfert vers un compte enregistré à un Antoine Dubois. Est-ce un parent à vous? Je me suis assis sur l'établi de mon père. Antoine est mon fils. Raymond est mon frère. Quel genre de transfert? Au total, environ 47 000 € sur 3 semaines. Monsieur Dubois, votre frère était à l'hôpital pendant la plupart de ce temps. Celui qui a fait ces transferts avait accès à ses identifiants bancaires. J'ai fermé les yeux, pensé aux 3 semaines que j'avais passées chez Raymond, aidant Claire, faisant les courses, ne considérant jamais une fois que quelqu'un profiterait de la situation. Inspecteur, je pense que je sais ce qui s'est passé et je coopérerai pleinement avec votre enquête. Après avoir raccroché, j'ai appelé Raymond. Il n'avait pas encore remarqué l'argent manquant parce que Claire s'occupait des factures pendant qu'il se rétablissait. Quand je le lui ai dit, la ligne est restée silencieuse longtemps. Antoine a fait ça? Ton Antoine? Mon Antoine. Je suis désolé, Raymond. Je ne sais pas comment il a eu accès à tes comptes. Il a aidé Claire à configurer les services bancaires en ligne l'année dernière. Elle n'est pas douée avec les ordinateurs. Il a dû garder le mot de passe. La voix de Raymond s'est brisée. Maurice, cet argent était notre fonds d'urgence. Claire a de l'arthrite. Nous économisions pour quand elle aura besoin de soins à temps plein. J'ai eu l'impression que j'allais être malade. Je vais le rembourser, chaque centime. Je me fiche de combien de temps ça prend. Ce n'est pas ta dette. C'est mon fils. Je l'ai élevé. Quoi qu'il soit devenu, j'y ai contribué. Le mois suivant a été un flou de rapports de police, d'enquêtes bancaires et de conversations avec des procureurs. Antoine a été arrêté un mardi après-midi, accusé de fraude électronique et d'abus financiers envers les personnes âgées. Camille était listée comme complice.
Philippe a engagé des avocats chers, mais les preuves étaient accablantes. Dossiers bancaires, adresses typées, transactions horodatées qui correspondaient exactement aux emplacements connus d'Antoine. Le procès a eu lieu 8 mois plus tard. Je me suis assis dans la salle d'audience et j'ai regardé mon fils en combinaison orange écouter le procureur décrire comment il avait systématiquement volé son oncle en prétendant aider la famille. Quand ils m'ont demandé de témoigner, j'ai dit la vérité, chaque bout. Les 4 années de vie dans ma maison, la conversion de l'atelier, les mensonges sur ma santé mentale, le modèle de droit et de manipulation que j'avais ignoré trop longtemps. Antoine a été reconnu coupable sur tous les chefs d'accusation, condamné à 3 ans de prison d'État. Camille a eu une probation et des travaux d'intérêt général. Le juge a cité sa grossesse comme facteur atténuant, bien qu'à ce moment-là, le bébé soit né. Une petite fille nommée Emma. Je ne l'avais jamais rencontrée. Après la condamnation, Philippe m'a coincé dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience. Es-tu satisfait maintenant? Tu as détruit la vie de ma fille. Ma petite fille grandira sans père à cause de toi. Le mari de votre fille a détruit sa propre vie. J'ai juste arrêté de faire semblant que ça n'arrivait pas. Antoine a fait des erreurs. Les jeunes font des erreurs. Tu aurais pu l'aider silencieusement, garder ça dans la famille. Au lieu de ça, tu es allé à la police comme s'il était un criminel ordinaire. Il est un criminel ordinaire. Il a volé 47 000 € à un homme se rétablissant d'une chirurgie cardiaque. Si ce n'est pas criminel, je ne sais pas ce qu'il est. Philippe s'est rapproché. Son visage était rouge. Tu regretteras ça. Un jour tu seras vieux et seul, et tu souhaiteras avoir été plus indulgent. La famille est tout ce qui compte à la fin. Je l'ai regardé fermement. La famille, ce sont des gens qui se présentent, qui disent la vérité, qui se respectent. Ce n'est pas ce qu'Antoine et Camille offraient. Et franchement, ce n'est pas ce que vous offrez non plus. Je suis passé devant lui et je suis sorti dans le soleil. Ce dimanche, j'ai conduit chez Raymond. Il allait mieux maintenant, presque complètement rétabli. Claire avait fait son fameux pot-au-feu et nous avons mangé sur la terrasse, regardant le coucher de soleil peindre la mer orange et rose. Je n'arrive pas à croire qu'il va vraiment en prison, a dit Raymond. Le garçon de Marguerite? Le garçon de Marguerite est mort il y a longtemps. Je ne voulais juste pas le voir. Claire a tendu le bras à travers la table et a serré ma main. Tu as fait la bonne chose, Maurice. Je sais que ça fait mal, mais tu as fait la bonne chose. Après le dîner, Raymond m'a accompagné à mon camion. Tu sais, Claire et moi te mettons dans notre testament. Tout ce qui reste quand nous partons, c'est à toi. Vous n'avez pas à faire ça. Je sais que je n'ai pas à le faire. Je veux le faire. Tu es mon frère. Tu as toujours été là pour moi. C'est ça que la famille signifie. J'ai conduit chez moi dans l'obscurité, pensant à la famille et ce qu'elle signifiait vraiment. Pendant 40 ans, j'avais cru que le sang était tout. Que tu pardonnais tes enfants peu importe quoi, les soutenais peu importe quoi, les aimais peu importe quoi. Mais l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est juste de la destruction lente. J'avais passé les 4 dernières années en laissant Antoine et Camille me détruire morceau par morceau. Et j'avais appelé ça être un bon père. Plus jamais. La maison était silencieuse quand je suis rentré. J'ai marché dans les pièces, touchant les choses que Marguerite et moi avions collectionnées au cours de 42 ans de mariage. La lampe que nous avions achetée en lune de miel. L'étagère que j'avais construite pour son anniversaire. La photo de nous à la remise de diplôme d'Antoine au collège. Nous tous souriant, aucun de nous sachant ce qui venait. Je suis allé dans mon atelier en dernier. J'ai allumé les lumières. Tout exactement où ça appartenait. L'établi de mon père, la machine à coudre de Marguerite, les outils accrochés aux panneaux perforés par ordre de taille, de la façon qu'elle m'avait appris à les organiser parce qu'elle disait qu'un espace de travail encombré menait à un esprit encombré. Je me suis assis à l'établi et j'ai sorti la boîte à bijoux que je fabriquais pour Claire quand tout ça a commencé, encore inachevé. J'avais arrêté de travailler dessus le jour où j'ai reçu l'appel de Raymond au sujet de la chirurgie. J'ai pris un morceau de papier de verre et je me suis remis au travail. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre, adresse de retour de prison, écriture d'Antoine. Je me suis assis sur mon porche avec une tasse de café et je l'ai lu. Papa,
Je sais que tu ne veux probablement pas entendre de moi. Je ne te blâmerai pas si tu jetais ça sans le lire, mais j'ai besoin de te dire certaines choses. J'ai commencé une thérapie ici. Vraie thérapie, pas le genre où tu parles juste de tes sentiments. Nous travaillons sur pourquoi je suis comme je suis. Pourquoi je pensais que c'était correct de prendre des gens qui m'aimaient. Pourquoi je blâmais tout le monde d'autre pour mes problèmes au lieu de les réparer moi-même. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande rien. Je veux juste que tu saches que je comprends maintenant, au moins un peu, combien je t'ai fait mal. Combien j'ai fait mal à oncle Raymond. Combien j'ai fait mal à tous ceux qui ont essayé de m'aider. Camille et moi divorcions. Elle retourne chez ses parents avec Emma. Je lui ai dit que c'était la bonne chose à faire. Je ne peux pas être un mari ou un père d'ici, et elle mérite une chance de construire une vraie vie. Je pense beaucoup à maman. À quel point elle serait déçue si elle pouvait voir ce que je suis devenu. À combien tu as fait pour elle quand elle était malade, et comment je ne pouvais même pas visiter parce que j'étais trop faible pour y faire face. Je travaille à être plus fort. Je ne sais pas si j'arriverai jamais là, mais j'essaie. Tu n'as pas à répondre. Tu n'as rien à faire. Je voulais juste que tu saches. Antoine. J'ai lu la lettre 3 fois, l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans ma poche. J'ai fait une longue promenade dans le quartier, saluant Marthe et les autres voisins qui ne pensaient plus que j'avais la démence. Quand je suis rentré chez moi, je me suis assis à mon bureau et j'ai écrit une lettre en retour. Antoine, j'ai reçu ta lettre. Merci d'avoir écrit. Je ne vais pas prétendre que tout va bien. Ce n'est pas le cas. Ce que tu as fait a blessé des gens qui t'aimaient, des gens qui auraient en fait n'importe quoi pour toi. Ça ne peut pas être défait avec des excuses ou une session de thérapie ou même une peine de prison. Mais je suis content que tu travailles sur toi-même. C'est plus que ce que j'ai jamais attendu. Je ne suis pas prêt à visiter. Je ne sais pas quand je serai prêt, ou si je le serai jamais, mais je ne ferme pas la porte complètement. Je la laisse entr'ouverte, ce qui est plus que ce que je pensais être capable de faire quand tout ça a commencé. Ta mère voudrait que tu ailles mieux. Elle voudrait que tu deviennes l'homme qu'elle a élevé, pas l'homme que tu as choisi d'être. Je veux ça aussi, mais vouloir ça ne suffit pas. Tu dois faire le travail. Si tu es vraiment sérieux au sujet de changer, prouve-le. Pas à moi, à toi-même. Deviens quelqu'un qui mérite le pardon, et peut-être le pardon suivra. Papa. J'ai envoyé la lettre le lendemain matin, après l'avoir relue 2 fois et l'avoir glissée dans l'enveloppe avec un soin presque cérémonieux. Ensuite, la vie a continué, comme elle le fait toujours, sans grandes annonces ni transition nette. Les jours se sont enchaînés, ordinaires et pourtant différents. J'ai terminé la boîte à bijoux pour Claire, en prenant mon temps, en ponçant chaque angle jusqu'à ce que le bois soit doux sous les doigts. Je la lui ai livrée en personne, refusant de la laisser passer la prendre. Je suis resté pour le pot-au-feu, pour l'odeur rassurante du bouillon qui mijotait, pour la conversation tranquille qui allait et venait entre souvenirs, rires et silences confortables. J'ai rejoint un club de menuiserie au centre communautaire, un endroit lumineux qui sentait la sueur fraîche et le café trop fort. J'y ai enseigné à quelques gars plus jeunes comment utiliser le tour, comment écouter le bois plutôt que de le forcer. Leur enthousiasme m'a surpris, tout comme le plaisir que j'ai ressenti à transmettre ce que je savais sans rien attendre en retour. Marthe a commencé à venir pour le café le dimanche matin, toujours avec une tarte ou des croissants encore tièdes. Parfois, nous jouions aux cartes avec son mari, François, et un autre couple du bout de la rue. Ces après-midi-là avaient une simplicité presque oubliée, une chaleur discrète qui s'installait sans effort. Un soir, environ 1 an après qu'Antoine soit allé en prison, j'étais assis sur ma terrasse arrière, enveloppé dans une vieille couverture, regardant le coucher du soleil lentement avaler la journée. Le ciel semblait suspendu entre 2 respirations quand mon téléphone a vibré. Un texto de Raymond. Vient de recevoir un mandat postal par la poste. 500 € d'Antoine. La note dit qu'il rembourse ce qu'il a volé. 1 mois à la fois. J'ai regardé le message longtemps, laissant les mots s'imprégner. Puis j'ai tapé en retour. L'as-tu encaissé? La réponse est venue presque aussitôt. Pas encore. Claire et moi en parlions. Qu'est-ce que tu penses? J'ai pensé à Antoine dans sa combinaison orange, à son regard fatigué lors de la dernière visite, à la lettre qu'il avait écrite avec une écriture maladroite mais sincère. J'ai pensé à la boîte à bijoux que je fabriquais,
au soleil qui descendait lentement devant moi, à cette vie que je vivais enfin au lieu de simplement survivre d'un jour à l'autre. Encaisse-le, ai-je écrit en retour. Il te doit cet argent. Laisse-le le rembourser. C'est la bonne chose à faire. Après une pause, un autre message est apparu. Tu penses qu'il change vraiment? J'ai levé les yeux vers le soleil qui plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'or, de rose et de violet, les couleurs préférées de Marguerite. Elle semblait s'attarder, comme si elle refusait de disparaître trop vite. Je pense qu'il essaie, ai-je écrit. Et c'est plus que ce que je pensais que nous aurions jamais. Après avoir posé le téléphone, je suis resté assis là, dans le crépuscule naissant, tandis que les premières étoiles apparaissaient timidement. J'ai pensé à tout ce que j'avais appris au cours des 2 dernières années. Sur les limites, sur l'amour, sur la différence subtile mais essentielle entre permettre à quelqu'un de continuer et réellement l'aider à changer. Marguerite aurait compris sans que j'aie besoin d'expliquer. Elle savait toujours quand être douce et quand être ferme, comment aimer quelqu'un sans le laisser te marcher dessus. J'avais passé trop d'années à être doux par peur que la fermeté ressemble à de la cruauté. Mais ce n'était pas le cas. J'en étais enfin sûr. Parfois, la fermeté était la chose la plus juste, la plus honnête, et même la plus aimante que l'on pouvait offrir. Antoine pourrait aller mieux. Il pourrait ne pas. De toute façon, j'avais fait ce que je pouvais. Établi les limites qui auraient dû être établies il y a des années. Laissé les conséquences tomber où elles devaient tomber. Ouvert la porte juste assez pour qu'il puisse passer s'il était prêt à faire le travail. Le reste dépendait de lui. J'ai terminé mon café, suis entré et verrouillé la porte derrière moi. Ma porte, mes serrures, mon choix. Et suis allé au lit dans ma propre chambre, dans ma propre maison, en paix avec l'homme que j'étais finalement devenu. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like. Écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.